Mesdames, Messieurs, la communauté versatile, bonjour, nous sommes le 12 février 2025, il est 10h54 lorsque j'enregistre cette quotidienne, j'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Quelques nouvelles macroéconomiques avant de plonger dans l'analyse technique dont je voulais vous parler, notamment de quelques indicateurs, d'un indicateur en particulier que j'ai découvert et avec lequel il y a une certaine corrélation concernant les cycles crypto et que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui regarde, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour qu'on discute de ça, voilà, tout simplement. Donc on commence sans plus tarder, une fois n'est pas coutume, tout simplement, avec notre cher président des États-Unis, Donald Trump, qui impose des tarifs cette fois-ci sur des matières premières, donc acier, aluminium, après avoir essayé d'imposer ces tarifs, on ne peut pas essayer d'ailleurs, c'est frais de douane, au Canada et au Mexique, et de s'être rétracté ou de les avoir retardés d'un mois suite effectivement à des politiques qui allaient dans le sens des États-Unis de la part de ces deux pays. Il décide maintenant de taxer l'acier et l'aluminium de 25% supplémentaires. Et devinez quels sont les premiers exportateurs aux États-Unis de ces matières premières. Bingo, Canada pour l'acier, Mexique en second, et Canada pour l'aluminium. Voilà, donc Donald Trump, visiblement, qui a une dent contre ce qu'il appelle, lui, le 51e État des États-Unis. Donc voilà, c'est une petite boutade. Donc voilà, affaire à suivre, toujours ces histoires de tarifs qui ajoutent de la volatilité dans le marché. Affaire à suivre. En ce qui concerne la prochaine news, c'est plutôt ce qui semble s'orienter comme étant une bonne nouvelle, puisque ça concerne l'Ukraine et la Russie. Zelensky annonce que l'Ukraine est prête à échanger un échange de territoire avec la Russie. Voilà l'aide des États-Unis et des pays occidentaux qui continuent à se tarir, surtout des États-Unis en réalité, pour l'Ukraine, et Zelensky qui commence à ne plus avoir d'autre choix que potentiellement négocier très rapidement un accord de paix avec la Russie, tout simplement. Et ça rajouterait de la stabilité au contraire. Et donc, ça orienterait potentiellement les marchés à la hausse, puisque voilà, pour les marchés, c'est plutôt une news qui semble bullish. La prochaine news qui nous est rapportée par Money Radar, et ouvrez bien vos oreilles parce que c'est bien ce que je vais vous dire, les États-Unis arrêtent la lutte anticorruption sur les entreprises US, et non pas l'inverse, vous avez bien entendu. Donc la loi FCPA, que Trump vient de suspendre, interdisait aux entreprises américaines de verser des pots de vin à des responsables gouvernementaux étrangers pour obtenir des contrats ou des avantages commerciaux. On pourrait imaginer que c'est une bonne chose, mais la vision de Trump, donc rappelons-le, libéralisme à outrance, on n'est pas politisé sur Versatile, il n'y a aucun jugement de valeur, je ne dis pas que c'est mal ou que c'est bien. Quoi qu'il en soit, on est plutôt dans une politique de dérégulation, dans le sens où voilà, ça va rapporter plus de business à l'Amérique. La Maison-Blanche parle même d'avantages commerciaux stratégiques. D'accord. Donc voilà ce que cette loi a permis de dévoiler en termes de scandales majeurs. Donc voilà, des pots de vin au Brésil, la corruption en Afrique du Sud, de la vente d'armes douteuses au Qatar. Mais la stratégie de Trump, c'est plutôt laisser les entreprises américaines rivaliser avec les pratiques de leurs concurrents internationaux. Et oui, puisqu'il ne peut pas réguler l'ensemble des entreprises de la planète, il dérégule les entreprises aux États-Unis afin que tout le monde joue au jeu avec les mêmes règles, ou en tout cas afin que les États-Unis jouent au jeu avec les mêmes règles. Voilà, bonne, mauvaise nouvelle, je ne sais pas, c'est à chacun d'en juger. En tout cas, c'est une news macro qui vise effectivement à ajouter encore un peu plus de dérégulation et de libéralisme pour les entreprises américaines. News rapportée toujours par Money Radar, qui cette fois-ci est plutôt un scandale et fortement relié au sujet dont on avait déjà parlé la dernière fois concernant l'UCED. Donc Wikileaks dévoile une machine de propagande mondiale, et c'est extrêmement important que je vous rapporte cette news, même si voilà, en termes de macroéconomie, c'est pas une news qui va avoir un impact extrêmement important de prime abord. Vous le savez, Versatile, on cultive la polyvalence, et il y a une partie très importante, cultiver son esprit, et voilà, développer son esprit critique, apprendre à traiter, trianguler les informations, et à systématiquement les remettre en question, cultiver un esprit contrarien. Donc voilà, ça s'inscrit vraiment dans ce cadre-là. Donc je tenais à vous en parler. Voilà, une mystérieuse ONG, Internews Network, a reçu 472 millions d'argent public américain pour contrôler l'information mondiale. Les chiffres sont vertigineux. Voilà, plus de 4000 médias sous influence, plus de 4500 heures de diffusion, plus de 700 millions de personnes touchées, 9000 journalistes formés. Le financement a doublé depuis 2016, quand la lutte contre la désinformation est devenue le nouveau mantra occidental. Et le montage, il est le suivant: 6 filiales fantômes basées aux îles Caïmans et 95% de fonds gouvernementaux US. Tout ça au même moment où on découvre que Politico et la BBC, qui sont deux chaînes d'information extrêmement importantes aux États-Unis, reçoivent aussi des fonds de l'UCED. Voilà. C'est pour ça que c'est toujours important d'avoir cette partie cultiver son esprit, sans pour autant tomber dans voilà, le complotisme ou quoi que ce soit, mais toujours cultiver son esprit critique lorsqu'on nous apporte une information, c'est extrêmement important. Repassons directement dans nos news économiques, pardon. Vous le savez, je vous en ai parlé, reparlé, il y a plusieurs réunions importantes,
plusieurs publications de chiffres importantes aux États-Unis qui sont prises en compte pour la décision de baisse de taux ou de maintien des taux directeurs de la Banque centrale américaine. Vous le savez, on a eu les chiffres du chômage, donc le NFP qui sont les chiffres des créations d'emplois, les chiffres du chômage, et surtout, aujourd'hui, on va avoir, donc qui représente à peu près 50% pour la prise de décision, des chiffres pour la prise de décision pour la Fed, puisque la Fed n'a que deux jobs, c'est contrôler le chômage et contrôler l'inflation. Et donc les 50 autres pourcents, on va avoir un peu plus de visibilité dessus aujourd'hui. Donc vous le savez, ces chiffres qui sont publiés aujourd'hui à 14h30 sont publiés donc en février, le 12 février, mais ils concernent l'inflation de janvier. Et en janvier, on a toujours cet effet de base légèrement défavorable. Donc chez Versatile, on n'attend pas forcément des chiffres exceptionnels qui vont donc encourager les marchés à anticiper une continuation baissière en termes de politique, de décision de taux vis-à-vis de la Fed. Il y a quelque chose d'important qui s'est passé également hier, puisqu'on a eu des auditions de Jérôme Powell, qui est donc le patron de la Fed, qui a fait plusieurs annonces assez importantes dans ce discours. Première annonce importante et qui ne vont pas forcément dans notre sens. Voilà, je rejoins une fois de plus ce que je disais tout à l'heure, cultiver et chercher les avis contrariens pour éviter au maximum les biais, surtout quand il s'agit de prise de décision et de politique d'investissement. Donc, premier statement, première annonce de Fed qui est assez importante. We do not need to be in a hurry to adjust policy. Donc, on n'est pas pressé, on n'a pas besoin d'être pressé pour l'instant, puisqu'il n'y a aucun chiffre qui presse, pour ajuster la politique de taux. Donc, on peut rester pour l'instant sur des taux stables à 4,25, 4,50% de taux pendant encore un moment. D'accord ? Il dit clairement que la Fed, pour l'instant, n'est pas pressée. We're not in a recession, donc voilà, on n'est pas en récession. Les États-Unis ne sont pas en récession et je vais vous montrer d'autres chiffres. Ça va être lié aux chiffres qu'on verra tout à l'heure. Nous ne ferons appel, nous n'utiliserons le quantitative easing que lorsque les taux d'intérêt seront à zéro. On est très loin de zéro. Je vous le dis, ça ne sera pas cette année, ça ne sera peut-être même pas l'année prochaine, peut-être même pas l'année d'après. D'accord, qu'on sera de nouveau au taux zéro puisqu'on atteint des taux zéro lorsque on a des conditions économiques exceptionnelles et qui nous forcent à aller presque à zéro. Donc le quantitative easing, c'est quoi ? C'est faire tourner la machine à cash, tout simplement, c'est l'assouplissement monétaire. Donc voilà, c'est imprimer de l'argent pour ajouter de l'argent dans le système, ce qu'ils ont fait de manière extrêmement importante lors de la crise du Covid. Par exemple, on en a parlé, je vous ai montré un chart assez probant de ce côté-là lors du live de dimanche. Et enfin, la dernière déclaration qui était assez intéressante, can maintain policy restraint for longer if economy remains strong and inflation does not move toward 2%. D'accord ? Donc on peut garder cette politique pour l'instant de manière prolongée dans le temps, si l'économie reste assez forte, et on va voir que l'économie est assez forte aux États-Unis, et que l'inflation ne descend pas, ne veut pas descendre aux alentours de 2%. On a vu maintes et maintes fois via cet indicateur qui est Trueflation que l'inflation est déjà aux alentours de 2%. C'est dû de manière très forte à cet effet de base qui devient favorable en février, mais ces chiffres de l'inflation qui seront aux alentours de 2% et donc qui encourageront la Fed à reprendre les baisses de taux, ces chiffres-là ne seront publiés qu'en mars, d'accord ? Donc il va falloir être encore un petit peu patient, et là on le voit clairement sur donc ce tableau des probabilités de baisse de taux pour les prochains mois, tout simplement. Donc ce sont les banquiers centraux, les différents banquiers centraux qui vont voter et qui vont établir un tableau de probabilité des prochaines baisses de taux. Vous voyez que, a priori, la prochaine baisse de taux de 0,25 points de base en plus, elle n'aura lieu que le 30 juillet 2025, d'accord ? Donc vis-à-vis de notre saisonnalité, effectivement, ça ne nous arrange pas du tout, puisque vous le savez, nous sur le Total 3 et la alt season et la saisonnalité sur laquelle on spécule, c'est plutôt Q1 2025. Et vous voyez qu'en plus de ça, on aurait en majorité, en termes de probabilité, qu'on resterait à ces taux-là aux alentours des 4, 4,25 jusqu'à fin 2026. D'accord ? Donc pour l'instant, pas du tout d'anticipation, le marché n'anticipe pas du tout une baisse de taux plus tôt. Donc voilà ce tableau de probabilité qui ressemble à ça pour l'instant. Sachez qu'il n'est absolument pas figé dans le temps. Lors de la publication des chiffres en mars de l'inflation de février, vous l'avez vu sur Trueflation, on est aux alentours des 2%. On peut avoir ce tableau-là qui change complètement. Et finalement, un début de reprise de baisse de taux sur la réunion du 7 mai, peut-être même du 19 mars, même si ça me semble un petit peu précoce, et une politique de baisse de taux un peu plus agressive qui se décalera au fur et à mesure du temps. Donc voilà, il ne faut pas du tout prendre ça pour argent comptant. Ça nous donne juste un snapshot, une capture d'écran de la vision des banquiers centraux
actuellement avec les chiffres qu'ils ont actuellement. On passe tout de suite sur l'analyse de marché et sur les crypto-monnaies. Je voulais vous parler d'une notion assez importante dans laquelle il ne faut pas vous laisser avoir, puisque voilà, c'est communauté versatile, on est ensemble, on investit intelligemment, on essaye de le faire de la manière la plus intelligente possible. Et je voulais vous parler du marché des meme coins, puisque on en a tous entendu parler, il y a énormément de bruit sur les réseaux sociaux, et quand je parle de bruit, je parle de bruit en termes de signal, hein, qui pourrait un peu parasiter votre stratégie d'investissement. En ce qui concerne les meme coins, on a l'impression que voilà, tout le monde fait, sauf nous bien évidemment, hein, imprime des bougies sur ses wallets de manière importante. Bon, c'est moins le cas depuis la correction, mais voilà, pendant la précédente hausse, sur le marché des meme coins, on a l'impression qu'on a envie de courir après, qu'on a envie de FOMO, hein, tout simplement, on a envie de courir après les trains, etc. Je voulais juste essayer en tout cas de remettre l'église au centre du village en vous donnant quelques clés de lecture. Donc voilà la capitalisation boursière, la capitalisation de marché totale des meme coins. Ça représente 68 milliards de dollars, d'accord? Donc déjà, c'est peanuts dans ce que représente l'ensemble des crypto-monnaies, et encore plus peanuts dans ce que représente l'ensemble des marchés boursiers, voilà, des marchés mondiaux. Mais prenons uniquement les crypto-monnaies. Vous voyez que la capitalisation boursière des crypto-monnaies, c'est 3160 milliards à l'heure actuelle. Les meme coins, c'est 70 milliards, arrondissons à 70 milliards. D'accord? En termes de meme coins, puisque voilà, on a l'impression que tout le monde fait de la performance là-dessus justement, si on enlève le top 3, Doge, Shiba et PP, on enlève 37 milliards, plus 9 milliards, plus, donc disons 10 milliards, 47 milliards, 51 milliards, d'accord? On enlève le top 3, on retire le top 3 à ces 68 milliards, 51 milliards, il nous reste 17 milliards, d'accord? Donc le marché des meme coins, sur lequel tout le monde, on a l'impression, imprime des performances, multiplie la valeur de ses wallets par 10, représente 11 milliards de dollars. Tout ça pour vous expliquer que tout ce que vous voyez sur les réseaux, c'est du bruit, c'est du fake en général, c'est voilà, c'est extrêmement ponctuel, c'est une poignée de gens qui est en train de jouer, pardonnez-moi l'expression, mais qui sont en train de jouer avec leur caca, tout simplement. Je veux dire, voilà, les gens sérieux, les gens qui investissent et les gens qui impriment de la performance ne sont pas et ne font pas cette performance sur les mêmes coins. Voilà, ça représente, hors top 3 même, 11 milliards de dollars. Oui, il y a peut-être des coûts à faire, c'est possible, mais gardez à l'esprit que c'est loin d'être ce que vous voyez sur les réseaux est loin d'être la réalité. Voilà, tout simplement, je voulais juste faire ce petit point très rapidement pour que vous ne vous laissiez pas embrigader, glisser vers cette facilité où vous allez vous faire tout simplement siphonner, siphonner vos wallets, hein, tout simplement. Vous allez vous prendre dans les portes de saloon, investir après tout le monde, vous faire rug pull, enfin voilà. Perdre votre argent tout simplement. Super, on passe tout de suite sur l'analyse technique et j'aimerais vous parler d'un indicateur et d'une corrélation qu'on a entre cet indicateur et les marchés que j'ai très peu vu sur internet, notamment pour le marché des crypto-monnaies, voire même pas du tout. Alors, c'est le graphique que vous pouvez voir au-dessus, cet indicateur est tout simplement l'indicateur ISM manufacturier, d'accord? Donc je vous explique très rapidement, hein, vous avez deux graphiques ici, ça c'est un petit peu complexifié. Vous avez le graphique du dessus qui nous donne l'évolution de cet indicateur, et vous avez le graphique du dessous qui nous donne l'évolution du Nasdaq sur la même période de temps, tout simplement. L'ISM manufacturier, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, il faut juste retenir que c'est l'acronyme de Institute for Supply Management. C'est un institut américain qui publie chaque mois des indices économiques très suivis par les marchés. Et l'ISM manufacturier mesure l'activité des entreprises industrielles. Retenez que l'indice est calculé sur une échelle de 0 à 100, comme vous pouvez le voir, hein. Au-dessus de 50, l'économie est en croissance. En dessous de 50, l'économie ralentit. Autour de 50, l'économie stagne. D'accord? En résumé, l'ISM, c'est un indicateur clé de la santé économique des États-Unis et un bon signal pour anticiper les décisions de la Fed. Mais surtout, vous allez voir qu'il y a une corrélation entre l'évolution positive, donc entre l'augmentation de cet ISM et l'augmentation, la vélocité de l'augmentation de nos marchés, notamment dans les crypto-monnaies. Dans un premier temps, lorsqu'on regarde la corrélation avec le Nasdaq, on voit bien que quand l'ISM accélère à la hausse, ça met un coup de boost également au Nasdaq qui va accélérer, qui va prendre en vélocité à la hausse. Lorsqu'on a l'ISM qui se retourne à la baisse, par contre, on a une certaine volatilité plus élevée à la baisse, slash un certain niveau de stagnation au niveau du Nasdaq. On voit bien ici qu'on a eu ce creux aux alentours du Covid, et ensuite on a eu une grosse reprise de l'industrie américaine, grosse santé économique américaine qui est repartie à la hausse, hein, jusqu'à même 91-92%. Vous voyez qu'ici on a eu une tendance, on a eu un rounding top ici exceptionnel, jusqu'à effectivement ce que l'ISM ne redégonfle et se remette à plat. Donc lorsqu'il a dégonflé, ça correspondait à toute cette phase ici de baisse dans le Nasdaq. Et lorsqu'il s'est remis à plat, depuis décembre 2022, et même on est sur une tendance qui est légèrement dirigée à la hausse, on a eu la reprise haussière au niveau du Nasdaq tout simplement. Qu'est-ce qu'il en est de notre cher Bitcoin si on l'ajoute ici en bas en rouge? Eh bien, il en est qu'on a une corrélation qui est vraiment importante et vraiment importante à noter, puisque vous voyez que lorsque l'ISM
Donc lorsque la santé économique américaine se porte bien, lorsqu'on a les chiffres de l'ISM qui sont à la hausse, on a le bull run. Alors, c'est pas parce qu'on a l'ISM qui est à la hausse qu'on a le bull run, mais on a la corrélation entre ces deux tendances haussières, d'accord? Et lorsque l'ISM baisse, on est dans notre bear market, on a le cours qui se remet à plat, avec potentiellement même des corrections. Et lorsque l'ISM repart, on a le cours qui repart à la hausse. Lorsque l'ISM descend, on a le cours qui repart à la baisse. Et cette légère hausse, on a eu toute la hausse de la première partie de cycle. Donc, on spécule et on espère, et les probabilités nous montrent que effectivement l'ISM aux États-Unis va continuer. Donc, je vous le rappelle, il est publié une fois par mois en début de mois, va continuer son augmentation, puisque vous le voyez, c'est aussi assez cyclique, et vous allez le voir que c'est même corrélé à la force relative du dollar, puisqu'on va l'ajouter tout à l'heure sur ce graphique. Vous allez voir que c'est assez troublant. Si on ajoute le total 3 ici, vous voyez que c'est exactement la même chose. Donc, lorsque l'ISM est en augmentation, on a le total 3 qui croît tout simplement en termes de capitalisation de marché. Les corrections sont relativement corrélées, remise à plat, l'ISM qui gonfle, le total 3 qui repart à la hausse, l'ISM qui dégonfle, le total 3 qui repart à la baisse, et stagnation, légère hausse avec la légère hausse de l'ISM. Donc voilà, c'est vrai que c'est cette corrélation-là, je ne l'ai pas encore vue sur les réseaux, et donc je pense que l'ISM est un indicateur important à ajouter aux indicateurs qu'on peut regarder pour, avec bien évidemment toute la politique de baisse de taux, etc., pour avoir l'indication de effectivement est-ce qu'on repart à la hausse ou est-ce qu'on est, on est en train de s'orienter à la baisse. Je vous ai ici ajouté la force relative du dollar au-dessus en rose avec ce qui correspond au dernier mandat de Donald Trump en jaune. Donc déjà, ce qu'on peut noter, c'est que début du mandat, on est en haut à gauche, fin du mandat, on est en bas à droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Donald Trump, comme de toute façon il l'a déjà dit, lui, ce qui l'intéresse, c'est de baisser la force relative du dollar pour ajouter de la compétitivité en Amérique. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on compare la force relative du dollar et l'indice ISM, l'indice manufacturier? Eh bien, on se rend compte que lorsque le dollar perd de la force relative, effectivement, l'Amérique est bel et bien plus compétitive et l'ISM repart à la hausse de manière importante. Lorsque le dollar récupère de la force relative, l'ISM, lui, en corrélation, baisse complètement, voire fait un bottom. On repère de la force relative, l'ISM top, on gagne de la force relative au dollar, l'ISM bottom. Un autre indicateur important à regarder, et ça c'est un indicateur qu'on regarde de toute façon depuis un moment, vous le savez si vous faites partie de Versatile, c'est un indicateur qui est extrêmement important, vous le voyez, qui est inversement corrélé à notre ISM, qui lui est corrélé à la vélocité des reprises haussières ou des tendances baissières sur les marchés que l'on regarde. Voilà, tout simplement. Je ne vais pas faire plus d'analyse technique aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui a bougé par rapport aux jours précédents. Je voulais vraiment vous parler de ces corrélations. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais voici un indicateur supplémentaire où la corrélation est vraiment extrêmement forte. Donc si on résume très rapidement, on a cette histoire de baisse de taux, inflation, NFP, taux de chômage, le DXY, et maintenant l'ISM à regarder et à monitorer pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, pour une reprise des tendances haussières, que ce soit sur les marchés, mais surtout sur nos crypto-monnaies, avec une baisse de la Bitcoin dominance, on l'espère, pour que nos altcoins et le Total 3 puissent repartir et exploser à la hausse comme il se doit. Maintenant, effectivement, avec toutes les informations que je vous ai données, notamment avec le speech de Powell, vous le comprenez, on peut avoir cette saisonnalité au Q1 2025, c'est la saisonnalité sur laquelle on spécule, mais la Fed peut aussi continuer à prendre son temps pour cette baisse de taux, et ça peut potentiellement prendre plus de temps que prévu et tirer le cycle jusqu'à la fin de l'année. Vous le savez, ce cycle-là, lorsqu'on a fait les analyses techniques, nous emmène à octobre-novembre 2025, donc aux alentours du 20 octobre 2025. Ça peut aller jusque-là, il faut le savoir. On spécule pour nos altcoins sur une reprise haussière au Q1 2025, mais il faut aussi chercher tous les avis contrariens qui permettent d'alimenter notre réflexion de la manière la plus impartiale possible. Voilà, ça serait vous mentir que de vous dire que tout est orienté à la hausse uniquement pour le Q1 2025. Non, effectivement, tous les indicateurs nous donnent des orientations à la hausse, mais on a une certaine inertie au niveau de ces indicateurs qui fait que ça peut prendre encore plusieurs mois. Voilà tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je ne vais pas vous surcharger avec d'autres informations. On se retrouve demain ou après-demain pour la prochaine quotidienne. Quant à moi, je vous dis à bientôt, bon après-midi, ciao ciao.